Je suis allé voir l'Odyssée de Christopher Nolan et donc je me suis dit qu'il fallait en parler quand même. Salut à tous et bon goûter à vous. Donc aujourd'hui on va parler de l'Odyssée de Christopher Nolan, sorti il y a à peine une semaine, donc voilà 2026. Premier point pour la vidéo, je suis absolument désolé envers personne. Je vais spoiler toute l'histoire. Je pense que, en fait, si vous connaissez pas une histoire qui a plusieurs milliers d'années et qui est aussi mythique que l'Odyssée d'Homère, il y a un moment donné, bon, voilà, je pense que tout le monde la connaît dans la plus grande majorité, et je pense que vous avez vu le film si vous êtes sur cette vidéo de toute façon. Pour parler un peu de l'histoire, ça va être l'histoire d'Ulysse, qui, après la guerre de Troie qui a duré 10 ans, donc la suite de l'Iliade, car le livre c'est l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade est la première partie, les 10 ans de guerre à Troie pour récupérer Hélène de Troie. Et ensuite vient l'Odyssée, le périple d'Ulysse pour retourner chez lui à Ithaque. Le film il va être découpé de plusieurs manières avec différents groupes qu'on va suivre, avec Ulysse d'un côté et toutes ses péripéties qu'il va avoir pour revenir jusqu'à chez lui. Il va y avoir Télémaque et Pénélope qui attendent son retour sur l'île d'Ulysse. On nous montre par exemple d'abord au début Télémaque et sa mère qui s'interrogent sur le retour potentiel d'Ulysse, etc. Ensuite, on a des passages sur Calypso et Ulysse. Calypso qui retient Ulysse prisonnier car elle l'aime et qu'ils ont un bonheur partagé, mais un bonheur qui est illusoire. Ça se voit bien. Et donc Calypso, elle va le forcer à se souvenir petit à petit. Et le découpage du film comme ça qui a été fait, moi en tout cas, c'est un point positif que j'ai noté et que j'ai apprécié. Et globalement, il va y avoir la quasi-totalité des passages mythiques du récit. Il y en a quelques-uns qui ont été omis ou qui ont été altérés, on va le voir un petit peu après. Mais globalement, moi je trouve que c'est une plutôt bonne adaptation. D'autant quand même qu'Ulysse, c'est être ultra ingénieux, ultra rusé. Un peu de malice, moi, dans ce que je vois là. Il a mis 10 ans à faire un voyage qui dure 4 jours. Et ouais. Mais bref, revenons un peu plus sur le film en lui-même, et je vais parler de quelques scènes qui m'ont marqué et qui pour moi sont intéressantes. Tout le film est globalement intéressant, hein. Mais moi d'abord j'aimerais revenir sur le passage du Cyclope, parce que pour moi c'est un passage qui m'a marqué quand j'ai lu le livre il y a quelques temps de ça, et c'était quelque chose de vraiment puissant comme passage. Alors, sur la scène en elle-même, incroyable. Le Cyclope fait très peur. Moi, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une ambiance limite horrifique dans cette scène. Et même Nolan le disait en interview, hein, il avait l'impression parfois de tourner certaines scènes d'horreur, notamment celle-ci. Le seul bémol que je reprochais à ce passage, et honnêtement, il m'a terrifié, surtout le moment, l'instant où ils vont lui crever l'œil, mais il va pousser un cri. Mais j'étais scotché sur mon siège, je ne pouvais plus bouger, j'étais vraiment effrayé. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup, il a haché et il a supprimé ce passage où en fait, Ulysse, il va dialoguer avec Polyphème, le Cyclope, et il va le tromper en fait, il va utiliser une de ses ruses, comme d'habitude. Et donc, normalement, il va lui dire que son prénom est Personne. Et du coup, lorsqu'il lui crève son œil, et bah Polyphème va crier à tous ses frères qui sont sur l'île. Quand on va lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il crie, il va dire à ses frères « Personne m'attaque, personne m'attaque ». Elle est là la ruse d'Ulysse. Personne, il lui a dit que c'était son nom. Mais ça change tout le sens de la phrase, donc tous ses frères ne le croient pas, et ils pensent qu'il n'y a aucun problème. Et du coup, Ulysse peut repartir tranquillement avec le reste de son équipage. Or là, c'est complètement un passage qui est coupé entièrement, hein. Enfin, c'est même pas coupé, c'est juste pas présent dans la scène. Il s'échappe juste normalement en mettant de la paille sur leur dos pour faire croire que c'est un mouton, car le Cyclope est aveugle, du coup il va les toucher avec la main. Mais ça, c'est un passage qui est complètement supprimé, et j'ai trouvé ça plutôt dommage. Pour rester sur une autre scène que j'ai appréciée à la fois, et non, vous allez voir pourquoi, mais qui reste un peu dans la thématique de l'horreur, moi, c'est tout ce qui s'agit du passage avec Circé, en fait. À un moment, dans leur périple, Ulysse et son équipage, ses hommes,
Ils arrivent sur une île, à la recherche de vivres, parce que ça fait des semaines qu'ils n'ont rien mangé, il n'y a plus à manger sur le bateau, etc. Ils accostent avec ces hommes sur une plage, ils arrivent dans la forêt et tombent sur les géants cannibales. Les géants cannibales les chassent, ils tuent tout le monde, c'est une boucherie complète. Et donc ils regagnent leur bateau et ils décident de longer la côte pour s'affréter plus loin, pour essayer quand même de trouver des vivres et de pas repartir bredouille pour ils ne savent combien de jours. En arrivant sur cette plage, après tout ce qui s'est passé, les hommes d'Ulysse, ils sont un peu remontés contre lui, vous voyez. Ils sont un peu en colère. Donc, ils ont vu une maison en haut d'une colline, et ils veulent y aller parce qu'il y a de la fumée. Et du coup, ils disent à Ulysse, Ulysse, nous on y va, toi tu restes ici. Donc il y a tous les hommes d'Ulysse qui partent en haut, et en fait ils vont arriver dans la cabane de Circé, ils vont se faire piéger, etc. par leur faim, etc. par tout ce qui est négatif dans leur fait d'être des hommes en fait. Et donc ils vont se faire piéger par Circé, elle va leur donner à manger, et en fait elle va les changer en cochons. Moi, à l'époque, je me souviens plus si c'est exactement comme ça, mais quand j'ai lu le bouquin, pour moi c'était juste, elle leur jetait un sort, bam, il s'est transformé en cochon. Mais là, la mise en scène de Nolan ils peuvent pas s'arrêter de manger dans la scène. Ils mangent, et ils peuvent pas s'arrêter en continu. Mais ce qu'elle va faire, Circé, c'est qu'elle va leur prendre le visage, et en fait, elle va les modeler comme si c'était des marionnettes ou un bloc d'argile. Et en fait, elle va les modeler en cochon, leur tirer sur les parties de leur corps. Il va y avoir des bruits de craquement d'os, etc. Et j'ai trouvé que ça, pour moi, ça s'apprêtait vraiment à une sorte de body horror. Et c'est un truc qui, moi, me dégoûte, mais à un plus haut point. Tout ce qui touche le corps en général, et les transformations physiques, la douleur physique, littérale, où on voit des plaies ou des choses qui s'approchent de parties sensibles comme les yeux, etc. C'est un truc, non, je peux pas. Du coup, là, j'étais plutôt mal à l'aise. Mais avec cette scène-là rajoutée, moi, je me dis que Nolan, il a vraiment quelque chose à peut-être essayer sur un film d'horreur. Ça pourrait être cool. Sinon, comment parler de l'Odyssée sans parler du format IMAX? Non, j'ai pas vu l'Odyssée en IMAX. Et même pas en IMAX tout court. Je parle pas du 70 mm, je parle pas de tout ce bordel. Juste IMAX tout court, j'ai pas vu. Parce que moi, j'habite pas à Montpellier, donc si je l'aurais vu en IMAX, j'aurais juste voulu le voir dans son vrai format, pas le faux IMAX à la con qu'on essaye de nous faire vendre dans les cinémas classiques là. Donc je l'ai vu en format normal. Bon, le film il reste magnifique. Comme diraient certains, enfin un film de Nolan où il y a un peu de couleur. Parce que c'est vrai que il a tendance à avoir des teintes un peu ternes, sans couleur vive. Là, il y a un peu plus de couleur. J'ai trouvé l'image vraiment belle, les paysages ils sont magnifiques. Moi, mon paysage préféré, c'est la plage de sable noir, quand ils se rendent aux enfers, pour aller voir Sinon, Agamemnon, etc., pour parler aux morts, quand ils vont au bord de l'enfer, littéralement. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, la plage et tout, mais même toutes les plages du film sont magnifiques pour moi. Donc les paysages et même l'image, etc., j'ai trouvé ça très bien de manière générale. Bon, pour parler un peu des acteurs. D'abord, il y a un ami à moi qui m'a dit Tom Holland, c'est un PNJ dans le film. Alors, je suis tout sauf d'accord avec lui en fait. Je pense même qu'il a totalement tort. Je pense cependant qu'on peut sortir l'anecdote sur le fait que Tom Holland pensait que son jeu d'acteur était nul à chier dès le premier jour de tournage. Car oui, il l'a pensé. Et très fort. En fait, pour vous expliquer, Tom Holland est arrivé sur le tournage et en fait, à un moment, il comprenait pas pourquoi en fait. Mais Nolan, il disait tout le temps couper toutes les quelques minutes en fait. Couper. Et en fait, il comprenait absolument pas pourquoi, Tom Holland. Et il pensait que c'est parce qu'il jouait mal et qu'il y avait un problème, etc. Et en fait, une caméra IMAX, ça peut pas tourner plus de 3 minutes sans changer la bobine. Donc c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'ils peuvent pas filmer plus longtemps. Et Tom Holland, il a pris ça tellement à cœur, mais quand on lui a appris la nouvelle, etc., il était rassuré, etc. Et puis même, moi, je l'ai trouvé top dans son rôle de Télémaque. J'ai compris ce que mon ami il a voulu dire quand il a dit que il trouvait qu'il s'effaçait un peu, Tom Holland. En fait, pour moi, c'est pas qu'il s'efface dans le film, c'est juste que Télémaque, il a pas un rôle de second plan, mais il a un rôle où il peut pas faire grand chose dans l'histoire. Il doit attendre que son père revienne. Il a grandi son père. Il y a sa mère qui attend son retour depuis 20 ans maintenant. Il y a des hommes dans son palais qui veulent remarier sa mère depuis des dizaines d'années.
c'est compliqué comme scénario et comme position pour lui. Il peut pas faire grand chose. Et avec la loi de Zeus, il peut pas leur dire de partir et il peut pas les attaquer. Sinon, il subira l'exil. Donc en fait, pour moi, Tom Holland, il a bien joué ce truc-là. Il a bien joué le fait de sa position de Télémaque. C'est pas une position d'incapable, mais c'est une position de quelqu'un qui peut pas agir. C'est comme ça que moi je l'ai vu. Pour rester dans les trucs un peu fun, on peut parler de la doublure de Matt Damon aussi. La doublure de Matt Damon dans pas mal de scènes, enfin pas mal de scènes, mais notamment dans la scène contre les géants cannibales, c'est une femme qui fait sa doublure, et en fait c'est une femme d'1m37, c'était pour renforcer l'effet de hauteur, etc. Mais ils ont pris une femme d'1m37 pour doubler Matt Damon. Et sauf qu'elle a des muscles de fou, etc. Et j'ai vu plein de réactions sur internet qui m'ont fait marrer parce qu'en fait, ils trouvaient ça trop stylé, les gens. Les muscles de Matt Damon, etc. Mais en général dans le film, comment il est Matt Damon. Mais les gars, il y a une partie du film où c'est une femme d'1m37 qui a des muscles impressionnants. Matt Damon, il l'a dit lui-même, c'est l'une des femmes avec les plus beaux muscles qu'il a jamais vu. Donc moi j'ai trouvé ça marrant en fait. Mais stop les gars, pause. On n'a pas parlé de l'éléphant au milieu de la pièce. On n'a pas parlé de motherfucking Travis Scott. Et oui, Travis Scott dans le film, qui littéralement est l'un des premiers personnages à apparaître en plus sur l'image. Bah les gars, pour moi Travis Scott, ok, il a pas eu beaucoup de temps d'écran, etc. Mais le temps qu'il est là, il joue bien. Il est dans son personnage, il est dans l'ambiance. Moi je l'ai trouvé convaincant. En bas, il fait un très bon barde. Bon, il reste dans son truc de délire musical, du coup, moi, ça m'a fait marrer. Mais, honnêtement, il est bon. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Et qu'il ait été invité en personne par Christopher Nolan, j'ai trouvé ça grave cool. Bon, pour rentrer un peu dans ma dernière partie, j'aimerais parler des actrices aussi, de manière plus générale, parce que ça a suscité pas mal de discussions et de controverses sur internet, et j'ai trouvé que c'était un point intéressant à développer de ce manque de femmes et de représentation dans le film. Bon, premièrement, ce dont j'ai vu qui a fait beaucoup parler, c'est Zendaya. Alors moi, mon avis personnel, j'ai une petite justification et une petite analyse à apporter par rapport à cette position de Zendaya en fait dans le film et pourquoi les gens râlent en fait. Donc tout d'abord en fait, Zendaya c'est qui dans le film? Zendaya c'est Athéna. Ça je pense que il n'y a pas de grand mystère là-dessus, c'est dit explicitement. Mais moi, je suis pas sûr à 100% que c'est non plus Athéna. Laissez-moi m'expliquer. Tout simplement, moi je pense que Zendaya, ça pourrait être très bien une apparition d'Athéna directe à Ulysse, rapport à la broche que Pénélope lui a donnée, etc. La guerre de manière générale qu'il y a eu à Troie, parce que Athéna est la déesse de la... pas la déesse de la guerre, mais elle est reliée à la guerre, etc. Ça pourrait avoir du sens que ce soit Athéna elle-même. Puis même avec ses hommes, la protection des soldats, etc., du chef, ça a son sens. Mais quand on voit la souffrance et la folie mentale de laquelle souffre Ulysse de manière générale, moi, ça me paraît pas déconnant que, en fait, ça soit juste un truc qui soit dans sa tête et qui n'existe pas réellement. Et même que ce soit l'un ou l'autre, en fait, c'est des apparitions divines. C'est une apparition comme ça, elle va pas interférer directement avec l'histoire. C'est quelque chose de mystique, divin potentiellement. Donc, et puis même, on l'a vu, les autres jeux, ils viennent jamais directement au contact des hommes et des humains pour intervenir. Quand ils énervent Poséidon, lorsqu'ils détruisent l'œil de Polyphème, il leur envoie des tempêtes en mer. Il ne vient pas les voir pour les punir. Il parvient par d'autres moyens. Donc en fait, Athéna, incarnée par Zendaya, elle n'allait pas intervenir directement face à... En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, ces apparitions, elles peuvent lui faire des prises de conscience, etc. Mais c'est pas comme ça que je l'entends, moi. Alors j'entends que 10 minutes, même moins, de temps d'écran pour une actrice comme Zendaya, dans un projet aussi long, hein, le film il dure presque 3 heures, hein. Donc 10 minutes dans 3 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Mais pour moi, il y a des choses qui peuvent l'expliquer un peu. Mais c'est pour ça que, avec ce premier point un peu négatif, parce que le discours des femmes, etc., j'aimerais faire un peu une transition. Donc,
Oui, c'est triste. Il y a pas beaucoup de représentation féminine, dans ce film, globalement, et je pense, j'ai pas, eu l'intelligence de le faire, exactement, mais je pense que le film coche pas le test de Bechdel. Hem, bon, je sais pas si je prononce bien d'ailleurs, mais en fait, c'est une règle pour vérifier un peu quelque chose sur la condition des femmes, dans une œuvre artistique. Ça peut être un livre, ça peut être du cinéma, n'importe quoi, en fait, mais elle doit répondre à 3 règles. Déjà, dans l'œuvre, il y a 2 femmes nommées, donc ça, je pense que l'Odyssée le coche, c'est sûr. En fait, c'est même évident. Il faut que ces à minima 2 femmes parlent entre elles. Ouais, ouais, parlent entre elles. Donc ça, je pense que ça arrive aussi parce qu'il y a des scènes avec Pénélope et sa servante, etc. Mais il faut que, le troisième point, il faut que ces 2 femmes, et oui, bah oui, vous l'avez deviné, il faut que ces 2 femmes parlent d'autre chose que d'un homme. Et je pense que, honnêtement, les femmes dans ce film, quand elles se parlent, elles ne parlent de rien d'autre que des hommes, hein. Après, pour moi, il n'y a pas vraiment trop, en fait, de moments où ils peuvent parler d'autre chose que d'hommes. Quand tu vois la condition à Ithac, avec tous les prétendants qui sont dans le palais depuis des années, tous les soirs, aux, aux festivités, etc., et qui cherchent à courtiser Pénélope, on va difficilement parler d'autre chose que d'hommes. Mais pour moi, ça ne le passe pas. Largement, pour moi, elles font parler que d'hommes dans ce film, ces femmes. C'est même sûr, en fait. De ce que je me souviens, c'est sûr à voir peut-être lors d'un revisionnage ou quoi que ce soit, mais pour moi, ça me paraît une évidence. Mais, mais malgré ce manque de représentation et un peu cette peine qu'on peut avoir à avoir un manque de femmes, etc., moi, j'aimerais parler d'Anna Thaoué et de son rôle de Pénélope, en fait. Il y a une scène vers la fin du film, enfin, à partir d'une heure vers la fin, je pense dans la dernière heure du film, Télémaque va lui dire qu'il faut qu'elle se remarie. Ça y est, c'est trop tard, son père est parti, Ménélas ne lui a pas donné de réponse où était son père. C'est fini, il faut passer à autre chose, il faut oublier Ulysse. Pénélope ne veut pas. C'est une évidence. Pénélope aime Ulysse, et elle ne veut que Ulysse. Et si elle se remarie avec un homme, avec un prétendant, elle ne l'aimera pas, elle aimera Ulysse pour toujours. Donc, bah, elle veut pas. Et sauf que, bah, Télémaque, son argument, ça va être que euh, il se passe rien, il n'y a pas de roi pour gouverner, les dangers, si il y a, parce qu'il y a le peuple de la mer, qui attaque et qui viole la loi de Zeus. Et c'est tout ça qui fait que Télémaque, il vient à penser qu'il faut qu'il y ait un roi qui reprenne le trône et qui s'occupe réellement de la vie à Ithaque. Et c'est là que, en fait, j'ai pris deux citations de Pénélope. D'abord, elle va dire: dans ce monde, les hommes font ce qu'ils veulent, et moi, je fais ce que je peux. Et en fait, je trouve que ça colle vraiment parfaitement avec tout ce que fait Pénélope, en fait, depuis le début du départ d'Ulysse. Elle est seule à Ithaque, elle doit s'occuper de l'île, du royaume, techniquement, de cette société qui vit à Ithaque. Et en même temps, elle doit, comment dire, elle doit gérer tous ces problèmes de prétendants qui viennent, etc. et les accueillir, parce que avec la loi de Zeus, ils sont obligés de les recueillir chez eux. Pour ceux qui ne se souviennent plus de la loi de Zeus, c'est la loi qui oblige quiconque vient dans un lieu, tel qu'il soit, doit avoir l'accueil qu'il mérite, c'est-à-dire de la nourriture, un endroit où se reposer, etc. Il doit être bien accueilli. Un hôte se doit de bien accueillir les personnes qui arrivent. Et sauf que pour moi, Pénélope, elle a géré tout ça. Elle s'est défendue. Et c'est pour ça qu'après, elle va dire: je suis assise sur ce trône vide depuis 20 ans. Mais, et c'est là où elle va enchaîner avec tout un discours qui, pour moi, m'a beaucoup fait réfléchir, en fait, globalement, et que j'ai trouvé vraiment inspirant. Parce que elle parle de la condition des femmes dans sa société à elle, mais ça peut aussi revenir à ce qui fait écho maintenant aujourd'hui. C'est, c'est pas parce que c'est une femme qui est assise sur un trône, une place où tu es censé gouverner, qu'elle ne peut pas le faire. C'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle ne peut pas gouverner.
C'est une reine. Oui, il n'y a pas droit. Mais c'est pas parce que c'est une femme et que c'est une reine qu'elle ne peut pas prendre les décisions, qu'elle ne peut pas agir. Même si tout cela se fait dans l'attente d'Ulysse. Mais elle en est capable. Et elle s'en est montrée capable parce que, très clairement, je pense pas qu'une personne au pouvoir, pendant 20 ans, peut tenir un pays si elle n'en a pas les capacités. C'est ça qui me paraît dément aussi. Mais pour moi, elle a eu un discours très touchant et très beau sur toute cette scène-là, en fait. Et oui, voilà, elle montre que les femmes, elles peuvent diriger et avoir des décisions politiques viables et réfléchies, surtout dans le contexte de cette histoire-là. Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai trouvé que oui, il y avait des problèmes concernant les femmes, etc. dans le film, mais à la fois, il y avait quand même des points intéressants. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère, je pense qu'on va passer à la conclusion, hein, avec ce sujet un peu lourd avant. Donc, globalement, pour moi, c'est un film qui est top, hein, c'est excellent. Je le reverrai, ça c'est sûr, très clairement. Les décors sont top, l'acting est top. Bon, l'histoire est top, mais Nolan n'a pas écrit l'histoire, donc évidemment, c'est bien. J'ai envie de vous dire. Oui, il peut y avoir 2-3 petits trucs, etc. si on cherche un peu la bête, mais pour moi, c'est vraiment pas un flop, c'est un top ce film. Nolan, il a géré. À voir qu'est-ce qu'il va faire derrière. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien voir un projet d'horreur peut-être avec Nolan, etc. Je pense que de toute façon, lui, il est sur une carrière lancée, ça. Y a pas de doute en fait. Nolan, Nolan est en place, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Le petit abonnement, le like, les commentaires si vous avez des choses à dire que vous voulez débattre. Vous avez des conseils pour aider à améliorer les vidéos aussi. Ça me ferait grand plaisir. Le letterbox dans la description. Et puis à la prochaine. Peace.